troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Plateau toujours au complet avec Yacine Boili et notre éditorialiste Malik Acher. L'actualité économique à présent, le processus d'obtention de visa peut désormais se faire en ligne en Éthiopie. L'annonce a été faite ce mardi par le département de l'immigration qui a travaillé sur le projet en collaboration avec Ethiopian Airlines. C'est un sujet de Birama Saounera. Après le Kenya en Afrique de l'Est, l'Éthiopie se dote d'un système de visas électroniques. Le département de l'immigration qui a travaillé sur le projet en collaboration avec la compagnie aérienne publique Ethiopian Airlines l'a fait savoir à travers un communiqué. L'Éthiopie, la plus ancienne civilisation indépendante en Afrique et l'une des plus anciennes du monde, est dotée de lieux historiques, d'un patrimoine culturel varié et de divers animaux sauvages endémiques qui intéressent les touristes internationaux. Au total, 39 pays sont concernés par cette réforme. Hormis le Kenya et Djibouti, un seul pays africain est éligible au visa en ligne. Il s'agit de l'Afrique du Sud. Rien ne change donc pour les demandeurs africains de visa qui devront pour l'heure suivre la procédure habituelle jugée très contraignante selon de nombreux observateurs. L'Éthiopie étant en train de mettre en place un nouveau système électronique, ils ont fait une priorité aux pays avec lesquels ils ont des affaires commerciales. C'est comme s'ils ont privilégié ces pays. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette adoption du nouveau système d'accès au visa vient au moment où l'Éthiopie connaît une croissance économique très élevée depuis les 10 dernières années. Donc, ça peut aussi refléter une nouvelle tournure des affaires où l'Éthiopie veut maintenir sa croissance économique en attirant plus le mouvement vers ces autres pays partenaires commerciaux. Le e-visa permet aux voyageurs d'effectuer un séjour jusqu'à 1 mois pour $52 et 3 mois pour $72. Le délai d'approbation maximal communiqué et estimé par le gouvernement éthiopien est de 72 heures. C'est au Maroc. Alors, Yacine, l'Éthiopie fait sa révolution numérique. Ah ben c'est tant mieux pour l'Afrique aujourd'hui. On a, c'est-à-dire les moyens de pouvoir, peut-être c'est pour faciliter aussi, c'est-à-dire c'est une politique pour attirer plus de touristes dans leur pays. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tout le monde, c'est le numérique qui marche, hein, pour éviter toute tracasserie administrative. On est sur son ordinateur. Quand quelqu'un veut voyager, veut partir visiter l'Éthiopie, il se met en quelques clics, il arrive à obtenir son visa. Ce n'est pas le cas malheureusement pour beaucoup d'autres pays africains où il faut passer par une administration très lourde. Malik. Écoutez, on parle souvent du Rwanda pour sa prouesse dans les nouvelles technologies, la volonté politique. Là, vous avez l'Éthiopie, c'est un très bon exemple. Vous avez un pays qui est dynamique sur le plan économique. Bien évidemment, il y a encore des défis sur le plan social, mais là, cette révolution est la bienvenue. Le e-government commence à se mettre en place aussi en Éthiopie. C'est dans l'air du temps et cette révolution, ce virage, il doit être négocié maintenant parce que si vous ne négociez pas le virage numérique maintenant, vous n'êtes pas ancré dans la mondialisation et vous n'êtes pas ancré dans les échanges internationaux et vous n'êtes pas capable justement de traiter avec les grandes puissances de ce monde. Donc chapeau à l'Éthiopie et puis nous sommes dans une région dynamique de l'Afrique de l'Est qui est remarquable malgré certaines instabilités dans certains pays. Vous avez quand même l'Éthiopie qui résiste bien. Ah bah justement, hein, l'Éthiopie a été classée zone à risque par le gouvernement américain. C'est une décision qui risque certainement de compromettre les perspectives de croissance qu'aurait pu engendrer la mise en place de ce e-visa. Bah justement, les Américains, dès qu'il y a quelque chose qui bouge en Afrique, on la stigmatise et on l'a mis en zone à risque. Je pense que par devoir de réciprocité, les Éthiopiens, les gouvernements éthiopiens devraient placer les États-Unis en zone à risque. Non, mais plus large, c'est une vraie question. Hein. Ça devient lassant d'avoir ces consignes du ministère des Affaires étrangères pour nous dire là où on doit se déplacer. Certes, conseiller les voyageurs, c'est une bonne chose, mais est-ce que je ne me sens pas plus en sécurité aux États-Unis qu'en Éthiopie? C'est à voir. Vous savez, maintenant le monde est instable partout. Il faut arrêter avec ces vieilles idéologies qui règnent encore le monde politique actuel. Autre info économique, l'autorité nigériane pour les investissements souverains en partenariat avec la NSE injecteront 60 millions de dollars dans le fonds d'investissement pour le développement du secteur minier. C'est ce
ce qu'a annoncé le 13 juin le président par intérim Yemi Osinbajo. On fait le point tout de suite avec Farba Marouna. L'autorité nigériane pour les investissements souverains, en partenariat avec la NSE et d'autres investisseurs, injectera 600 millions de dollars dans le fonds d'investissement pour le développement du secteur minier. C'est ce qu'a annoncé le 13 juin le président par intérim Yemi Osinbajo. Le dirigeant nigérian s'exprimait en marge d'un sommet national sur l'industrie minière. Une partie de ces fonds sera mise à la disposition des acteurs du secteur sous forme de prêts et une autre sera investie dans le développement d'infrastructures de base. Déjà, un autre montant d'environ 100 millions de dollars a été accordé au ministère des Mines dans le cadre du Fonds d'intervention pour le développement des ressources naturelles. Selon le président par intérim, le secteur minier doit contribuer au PIB à hauteur de 27 milliards de dollars d'ici à 2025. Le secteur minier est une priorité pour le gouvernement et occupe une place importante dans notre stratégie de diversification et de redressement économique. Le secteur minier reste un timide contributeur à l'économie du Nigeria. Il représente environ 1% du PIB. L'objectif des autorités aujourd'hui est d'accélérer le processus de transformation locale de ces ressources pour relever leur contribution au PIB. Alors Malik, quel est le potentiel minier du Nigeria à l'heure actuelle? Il est extraordinaire, le potentiel minier, notamment dans la partie nord du pays. Vous savez que le Nigeria a souvent misé sur l'extraction des hydrocarbures et son exportation. Et je pense que ce secteur-là, même si on pointe du doigt souvent l'industrie extractive et qui est un modeste contributeur par rapport à la valeur ajoutée qui est produite dans l'économie, c'est un potentiel qui doit être développé. Le Nigeria est un grand pays sur le plan des investissements, c'est-à-dire, je m'explique, elle a des investisseurs de poids. Et là, quand on voit le montant qui a été mis en place pour redynamiser ce secteur, c'est très important. Nous avons des entrepreneurs nigérians qui peuvent faire passer ce pays d'un stade importateur à exportateur, parce que malheureusement, le Nigeria importe parfois ses produits miniers au lieu de les exporter. Et c'est notamment un formidable, l'Afrique de l'Ouest est un formidable gisement économique pour le Nigeria qui devrait, je le pense, conquérir de grands marchés d'ici les prochaines décennies. Justement, Yacine, comment est-ce que le gouvernement peut inciter les investisseurs à venir et à miser sur ce secteur? Il n'y a pas mille chemins pour faire venir les investisseurs. Il faut la première des choses est la garantie, ça veut dire la sécurité. Quand quelqu'un ramène ses fonds pour les investir dans un pays, il faut que ces fonds soient en sécurité. Une fois que la sécurité est assurée, il faut mettre fin aux entraves bureaucratiques. Quand c'est-à-dire l'administration facilite l'arrivée d'investisseurs, c'est-à-dire rapidement, tout se fait rapidement, et la garantie des fonds est assurée, je pense que quand il y a possibilité d'investir, je pense que les gens qui sont intelligents ne rateraient aucune occasion pour se faire de l'argent. Alors Malik, plus concrètement, le Nigeria prévoit donc un congé fiscal de 3 ans pour les nouveaux investisseurs. C'est une initiative plutôt alléchante, une mesure incitative qui peut être alléchante pour ces derniers. Quand on parle justement d'attirer les investisseurs, on mise sur la fiscalité, c'est ce qui est souvent fait par les politiques des gouvernements. C'est une exonération... Alors il faudra voir, je ne suis pas là pour juger sur le terrain, mais c'est une exonération qui peut inciter effectivement les investisseurs. Après, il faudra voir justement si l'État n'est pas perdant face à ces exonérations. Mais il faut savoir que dans l'industrie minière, il y a un lourd investissement pour justement extraire quand on voit la stabilité que vit le monde aujourd'hui, on peut inciter les gens par des mesures fiscales combien elles peuvent être très alléchantes, mais quand la sécurité n'est pas assurée, je ne pense pas que quelqu'un, c'est-à-dire même si fiscalement il est avantagé, et c'est l'avantage de venir investir dans un pays s'ils ne se sentent pas en sécurité. Vous savez, le facteur risque est toujours pris en compte par les entreprises. Nous verrons bien si le facteur risque pris par les entreprises le vaut. C'est-à-dire, effectivement, la sécurité, bien évidemment, est la source de tout développement économique. On ne peut pas se développer sur le plan économique tant qu'il n'y a pas de sécurité. On l'a vu que la menace terroriste est aujourd'hui globale. Donc, et puis, je pense cette région, personne n'est épargné. Ce pays, avec Boko Haram. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez,
après, ça mènerait à un débat très très long. L'uranium au Niger est situé dans une zone sahélienne extrêmement instable et c'est pas pour autant que vous avez des investisseurs qui sont présents. Ce qu'il faut se poser la question, il faut se poser la question si ça va être intéressant pour le gouvernement nigérian par la suite de mettre en place une fiscalité qui soit juste et qui ne soit pas défavorable au gouvernement et plus profitable aux entreprises. C'est souvent un problème dans les États africains, c'est que la fiscalité est souvent plus favorable aux entreprises étrangères qu'au gouvernement. Vous avez vu combien de fois la fiscalité a été rénovée ou je dirais mise à jour dans certains pays africains parce qu'on avait vu qu'au fur et à mesure des années, cette fiscalité, elle n'était pas favorable aux États. C'était le cas, par exemple, au Gabon. Alors, Malik, dans ce processus de dynamisation du secteur minier, le gouvernement nigérian a choisi d'être accompagné par la Chine. Que peut lui apporter l'Empire du Milieu? Vous savez, la Chine, c'est un sujet dont on parle souvent. La Chine propose des projets au meilleur coût. Donc, la Chine propose des extractions, certainement, dans le domaine minier. Je ne suis pas un expert, mais au meilleur coût. Et c'est souvent la Chine qui rafle de par son appétit, parce que la Chine a un certain appétit pour sa consommation interne, déjà. Mais les entreprises chinoises ont des possibilités extraordinaires, tant sur le plan humain que sur le plan du matériel. C'est-à-dire qu'elles proposent les meilleurs projets à meilleur coût face aux autres entreprises internationales. C'est pour ça que lorsqu'il y a des concessions, quand on voit que les entreprises chinoises sont plus actives, plus réactives, plus productives que les autres, et bien souvent on se tourne vers la Chine. Maintenant, vous savez que les contrats ne sont pas forcément gagnant-gagnant et ça reste à relativiser, ça reste du cas par cas. Il y a des entreprises chinoises qui font très bien leur travail, il y en a d'autres qui font très mal leur travail. Moi, ce que je vais rajouter sur les Chinois sont en train pratiquement de prendre le marché africain aux Américains, aux Français, aux Anglais. Donc après, dans quelles conditions eux négocient leurs contrats avec ces pays, je demande à voir parce que je pense. S'ils gagnent du terrain, c'est que c'est certainement peut-être plus avantageux que ce que proposent les partenaires historiques. Oui, mais je ne pense pas que ça en tout cas, une chose est certaine, l'expertise chinoise n'est plus à démontrer, en tout cas. On n'est pas au courant. Par exemple, le marché, quand on prend l'autoroute Est-Ouest en Algérie, quand on voit la qualité du travail qui a été réalisé par les Chinois, c'est juste franchement... je ne comprends pas comment on peut aujourd'hui encore faire confiance à ces entreprises. Peut-être dans le minier où il y a beaucoup de choses, beaucoup de trucs qu'on ignore. La Chine est un très grand pays minier. On le sait très bien. Elle a des entreprises reconnues, alors que les contrats soient, je dirais, plus ou moins avantageux. Mais la question que je me poserais, est-ce que le Nigeria a intérêt à aller sur le minier au détriment d'autres secteurs? Non, ça c'est une autre question. C'est une autre question, mais je pense qu'il faut développer toutes les potentialités. Mais le véritable potentiel du Nigeria, c'est l'agriculture. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais le gouvernement, d'ailleurs, a pris des mesures dans ce sens pour développer ce... Juste, parce qu'il faut le dire. On a investi 600 millions de dollars pour relancer l'économie du minier. Leur président de la République se trouve en Angleterre pour se faire soigner. Donc il y a une inexistence des infrastructures hospitalières de très haut niveau pour accueillir, même pour soigner leurs élites. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de questions à se poser. Merci, messieurs, pour ces précisions. C'est à présent donc la fin de cette émission. Le dossier de ce vendredi sera consacré aux ambitions de Coribank en Afrique de l'Ouest. Yacine, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes journaliste sportif. Et merci à vous, Malik, d'avoir été sur ce plateau. Merci, Grézéla, c'est un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.